Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, cette épreuve qui a fait bouillir les méninges de quelques 4800 élèves de terminale. Pendant 4 heures, ils ont planché sur la philo avec au choix des sujets sur l'art, la science et la religion ou la liberté. Visite au pas de course pour Myriam El Khomri, arrivée hier soir en Martinique. La secrétaire d'État à la politique de la ville s'est rendue à Volga-Plage cet après-midi, l'occasion d'officialiser la création du Conseil citoyen du quartier. Une maison en ruine quasi inaccessible, des conditions de vie insupportables. Il y a quelques jours, nous vous faisions rencontrer Michel Soufflet. À 96 ans, elle a enfin été prise en charge par l'hôpital de Trinité et les autorités. Enfin, la commission de jugement de l'Université de Toulouse a rendu son avis sur l'affaire du Seregmia. Kinvi Logosa et Éric Carpin écopent d'un blâme. Fred Selimène, quant à lui, est privé de direction de laboratoire pendant 5 ans. On en parlera avec leur avocat, notre invité, maître Philippe Edmond-Mariette. Bonsoir à tous. Très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec ce grand moment de stress, de réflexion et de concentration. L'épreuve de philosophie a marqué le lancement officiel du baccalauréat 2015 ce matin. 4833 élèves de terminale ont planché pendant 4 heures sur des questions de religion, d'art, de science ou encore de liberté. Tout un programme qu'ont suivi de très près Laura Châtenay-Rivaudet et Michelet François. 7h45 ce matin, dans quelques minutes, les élèves du lycée Nord-Caraïbes vont commencer l'épreuve redoutée de philosophie. Certains se disent sereins, mais le stress est palpable, comme pour Frédéric. Je ne suis pas super optimiste pour cette matière-là. Hier, j'ai un peu révisé. Je l'ai pris plus cool que d'habitude, mais j'ai un peu révisé. J'ai surtout écouté des enregistrements et regardé des vidéos de leçons de philosophie. Hier, j'ai fait un peu de sport afin de me distraire un peu. Et j'ai essayé de décompresser. J'ai pas beaucoup travaillé hier soir. Les 4833 élèves de l'académie planchent tous au même moment pendant toute la matinée. 8 heures précises, distribution des sujets et fermeture des portes. Le bac 2015 est lancé. Impression après l'épreuve, il y a les confiants et les sceptiques. Nous retrouvons d'ailleurs Frédéric et ses amis. Faut-il renoncer à expliquer l'art? Voilà. À expliquer une œuvre d'art et tu as répondu quoi? Pour moi, non, il ne faut pas renoncer, puisque renoncer à expliquer une œuvre d'art, ça reviendrait à renoncer le pourquoi l'œuvre a été faite, donc c'est-à-dire la raison. Comme nous sommes dans une société assez capitaliste, ce serait aussi renoncer à sa valeur monétaire. Et je ne pense pas que ça va donner grand-chose. Sur quoi t'es tombé? T'as pris quoi? T'as pris quoi? La première. Pourquoi t'as pris la première, toi? C'était la plus marrante. Science et religion s'opposent-elles? J'ai fait tout un méli-mélo en fait, oui et non. Oui, elles s'opposent parce qu'elles ont 2 visions différentes du monde et puis non, elles ne s'opposent pas parce qu'en fait, elles essaient de comprendre ce qu'est le monde. J'ai trouvé ça très intéressant et très amusant et je m'attendais à tomber sur un sujet devant lequel je serais paumée, mais là, détente, relaxation. Demain mercredi, ce sera français au programme pour les élèves de première, mais aussi pour ceux du bac professionnel. Et en attendant, aujourd'hui, la philo était dans toutes les têtes. Une fois par an n'est pas coutume. Isabelle Ferrière et Élodie Toto sont allées dans les rues pour soumettre les sujets du bac aux passants. Si chacun peut avoir un avis sur la question, vous verrez qu'il n'est pas toujours facile d'argumenter. Regardez. Science et religion s'opposent-elles? L'art est-il nécessaire à l'homme? Puis-je renoncer à ma liberté? Autant de questions pointues tirées de l'épreuve de philosophie de ce matin. Pour nous, les Foyalais se sont prêtés à cet exercice, plus ou moins difficile apparemment. J'ai trouvé un peu compliqué là. Bien, j'ai pas bien compris. Science et religion, c'est vrai que c'est pas... Des fois, ça se dit pas de la même façon. Les gens pensent que la science, c'est la science, la religion, c'est la religion. Mais des fois, ça peut se relier. La notion de l'esthétique, du beau, que ce soit en éthique ou dans le monde matériel, oui, c'est absolument nécessaire. Renoncer à ma liberté, c'est comme renoncer à ma propre personne. Je pense qu'on a droit quand même à avoir une réflexion et à avoir nos propres choix. C'est ça, la liberté pour moi, c'est ça. Dans cette épreuve, il faut connaître ses classiques.
Platon, Rousseau, Voltaire, mais aussi, pourquoi pas, s'appuyer sur l'actualité. Des sujets tels que suffit-il d'avoir des droits pour être libre, renvoie au problème des migrants, peut renvoyer à la question du problème des migrants, savoir si il suffit de reconnaître les droits de l'homme pour que les citoyens puissent circuler librement. En philosophie, il n'y a pas de copie type, pas une seule et bonne réponse. L'effort de questionnement, la rigueur du raisonnement et la clarté des propos sont parmi les critères d'évaluation des correcteurs. Et une fois les corrections faites et le bac en poche, direction les études supérieures, université, BTS, école préparatoire, école spécialisée. Le choix est très vaste et pour les meilleurs élèves de l'académie, il sera bien plus simple. Depuis l'année dernière, le dispositif bachelier méritant a été mis en place. Il donne aux élèves les mieux notés un accès direct aux filières les plus sélectives, IUT, école d'ingénieur ou de commerce. Les portes les plus fermées s'ouvriront d'un coup pour les meilleurs, histoire de les pousser à oser les hautes études. Écoutez les précisions de la rectrice d'académie interrogée par Laura Châtenay-Rivaudet et Michelet François. C'est la possibilité pour les 10% d'élèves qui sont en tête de résultats dans leur spécialité d'avoir de façon certaine l'accès à une filière sélective. Donc le dispositif est en place dans l'académie. L'année dernière, nous l'avions fait, mais nous n'avions pas suffisamment bien informé les élèves que c'était possible. Et d'ailleurs, souvent, ils étaient déjà dans les filières sélectives auxquelles ils avaient le droit. Cette année, on va être très méticuleux pour que tous les élèves qui y ont droit puissent profiter de cette entrée dans les filières sélectives. Et c'est en ce jour symbolique de l'épreuve de philosophie qu'est officiellement née l'Université des Antilles. L'Assemblée nationale l'a enfin validé aujourd'hui. Un troisième vote dans un hémicycle clairsemé qui aura enfin défini le mode d'élection de la gouvernance de l'UA. Il y aura donc 3 votes distincts, comme le souhaitaient le gouvernement et les élus guadeloupéens. Une décision contre laquelle se sont largement élevées les voix des députés martiniquais du groupe gauche, démocrate et républicaine. Malgré tout, la loi est faite. Reste à l'appliquer maintenant. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Thomas Delorme et Éric Dupuis. Vous savez, tous les problèmes que nous avons là actuellement, où il y a eu du désordre, c'est justement parce que la Guyane, il y a eu la scission de la Guyane. Donc il faut maintenir le pôle universitaire Martinique-Guadeloupe, tout en sachant que ça a été très difficile pour certains de nos compatriotes qui voulaient vraiment une scission définitive. Je crois que maintenant, c'est une page qui est tournée et nous aurons le temps de voir. J'espère aujourd'hui, maintenant que les services vont se mettre au travail pour que la rentrée puisse au moins commencer dans des conditions décentes, un minimum. Moi, c'est ce que je souhaite véritablement. Nous avons vraiment beaucoup trop perdu de temps dans des combats, des querelles stériles, inutiles. Nous nous sommes divisés entre Martinique et Guadeloupéens. Moi, je trouve ça triste. Et cette nouvelle université se fera peut-être avec Fred Selimène, Kinvi Logosa et Éric Carpin. La commission de jugement qui statuait sur leur sort au sein de l'université a tranché aujourd'hui. Kinvi Logosa et Éric Carpin écopent tous deux d'un blâme pour des faits de harcèlement, insultes publiques ou encore violence morale. L'ancien directeur du CEREGMIA, Fred Selimène, est pour sa part interdit de direction de laboratoire de recherche pendant 5 ans. On en parle avec notre invité, l'avocat des 3 hommes, Philippe Edmond-Mariette. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment se sentent vos clients ce soir? Est-ce qu'ils sont soulagés? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce verdict? Alors, d'abord, un vrai soulagement. Vous ne passez pas plus d'une année en étant véritablement lynché, vilipendé, insulté, traîné dans la boue, sans que quelque part, intérieurement, la difficulté ne puisse pas, petit à petit, vous gagner. Heureusement, nous avons été un certain nombre à leur côté, en tout cas moi comme professionnel du droit, et la décision rendue par Toulouse est une décision que nous vivons comme étant une décision d'apaisement. Alors, les parties ont 2 mois pour faire appel, qu'il s'agisse de vous ou de l'université. L'équipe dirigeante de l'université semble aller en ce sens en tout cas. Je vous propose d'écouter Corinne Mancé-Caster, la présidente de l'université, interrogée par Linda Kayarsi. Cette sanction nous semble bien en deçà de la gravité des fautes, puisqu'il faut rappeler que le conseil de discipline n'a pas accepté des pièces complémentaires extrêmement importantes que nous avons fournies après la saisine, puisque c'est une affaire qui a des rebondissements en quelque sorte, et nous avons découvert progressivement des éléments dont nous ne disposions pas au moment de la saisine du conseil de discipline. Donc ces pièces n'ont pas été acceptées. Elles mettent en évidence des fautes pédagogiques, notamment
des tentatives répétées de mettre en place des formations illicites, des éventuels faux en écriture publique, et puis d'autres éléments tout aussi graves. Et donc, nous ferons appel devant le CNICER pour que l'ensemble des fautes commises soient prises en compte, parce qu'il s'agit bien de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, d'autant que le PV de la commission de jugement met aussi en évidence qu'il y a un dysfonctionnement collectif, que c'est bien un système organisé. Et à ce niveau-là, nous avons pris nos responsabilités en poursuivant les personnes qui relèvent de notre compétence de présidente. Il y a sans doute d'autres fautes au niveau de la gouvernance de l'université. Et puis, comme certains rapports l'ont montré très clairement, des connivences en externe également. Maître Edmond Mariette, je vous entendais réagir. Quelle est votre réaction justement après cette Stupéfait. Je me demande comment la présidente de l'Université des Antilles, désormais, puisque c'est comme ça qu'il faut la nommer, peut encore continuer à dire des contre-vérités. L'instruction à Toulouse a duré pendant 4 mois. Il leur était loisible de fournir toutes les pièces qui pouvaient, d'après elle, nourrir l'instruction de ce dossier. La commission a été édifiée par les mensonges entretenus par la présidente de l'université. Je prendrai un seul exemple, madame. Pendant longtemps, on a dit que Fred Célimène avait été désigné à l'INSEP, l'Institut des statistiques de la région Martinique, par le président de région en juillet 2014. J'ai démontré par un procès-verbal qu'il n'en était rien. Ce procès-verbal date de 2 ans avant. Madame Mancé-Caster était présente parce qu'elle était à ce moment-là membre du CEVU. Monsieur Aglaé, qui l'accompagnait, était également présent et ils ont tous voté. Donc si on monte un dossier avec des approximations, avec des contre-vérités, eh bien, petit à petit, quand les juridictions ont à connaître de ce dossier-là, elles sont bien évidemment dans la raison de dire les éléments que vous nous fournissez ne sont pas recevables parce qu'au contraire, la preuve est rapportée par la défense des professeurs que tout ce que vous avancez n'est pas fondé et n'est pas vrai. Elle a annoncé qu'elle ferait appel. Vous ne craignez pas cet appel? Non. D'abord, je vais vous dire, madame, si elle fait appel, nous aussi, nous ferons appel. Mes clients voulaient le faire parce que mes clients ne voulaient même pas d'un blâme. Moi, je les ai convaincus, quand j'ai reçu cette décision aujourd'hui, de ce qu'il fallait aller dans le sens d'un apaisement. Les jeunes que vous venez de montrer, qui viennent de passer le baccalauréat, je veux leur dire ce soir qu'ils ont leur place à l'Université des Antilles. Moi, je suis issu de cette université-là. J'ai passé jusqu'à ma licence en droit à la Martinique, même si à l'époque, ça s'appelait l'Institut Henri Vizioz. Le temps de l'apaisement, normalement, devrait venir. Si la présidente estime qu'il faut alors continuer cette guérilla et qu'il est important pour elle de nourrir une vindicte à l'endroit de M. Célimène pour finalement y faire passer toute l'université, je suis désolé de lui dire ce soir de manière très ferme et très claire qu'elle se trompe. Sa mission, c'est pas ça. Alors, elle dit qu'elle veut mettre de l'ordre, qu'elle continue ce travail-là. Les juridictions, notamment la juridiction pénale, est saisie. On verra bien à terme ce qui en sortira. Simplement, ce que j'indique ce soir, c'est que mes clients, en tant qu'enseignants, n'ont jamais fauté. Ils doivent d'ailleurs reprendre leurs fonctions dès demain matin. Plus aucune interdiction ne leur est faite. Fred Célimène, Quinville Ogossa, dès demain matin, 8 h, seront sur le campus universitaire de Schellcher et vont reprendre leur activité. Vous ne craignez pas de mobilisation comme le 26 mai? Non, il n'y aura pas de mobilisation. Madame, la mobilisation de la dernière fois a été entretenue par des proches de la présidente, car il fallait créer les conditions d'un désordre pour nourrir un arrêté d'interdiction de campus. Est-ce qu'on peut considérer que vos clients ont, pour ainsi dire, été blanchis de leurs responsabilités individuelles dans la mauvaise gestion financière du CEREGMIA? Mais tout à fait, c'est ce que d'ailleurs indiquent les décisions que nous avons reçues aujourd'hui. Responsabilité collective. Absolument, responsabilité collective. Et j'avoue ici très sincèrement que personnellement, en tant que Martiniquais, j'ai eu profondément honte devant la commission de discipline de Toulouse. D'abord parce que nous étions là. La présidente Corinne Mancé-Caster, M. Aglaé qui l'accompagnait, moi-même avec mes clients, en train d'exposer un certain nombre de difficultés et de querelles personnelles qui n'ont pas leur place dans l'enseignement supérieur. C'est l'élite de la Martinique qui est formée à cet endroit-là. On doit attendre de ceux qui sont les enseignants une position, à mon avis, plus conforme à la qualité de l'enseignement qu'ils dispensent. Reste maintenant la procédure pénale, vous le disiez à l'instant. Alors où est-ce qu'on en est de cette procédure-là? Alors la procédure pénale suit son cours. L'instruction est effectivement quelque chose qui progresse très lentement. Pourquoi? Parce que l'on a parlé de la disparition de 9 ou de 10 millions d'euros. Il convient de chercher, mais je dis d'avance qu'on ne trouvera rien. Parce que quand vous cherchez de l'argent qui n'a jamais été détourné, quand vous cherchez de l'argent qui n'a jamais disparu, vous devinez bien que le travail des enquêteurs est colossal.
Ils ont passé au peigne fin la vie financière de mes clients. Mes clients aujourd'hui ne sont pas mis en examen, ils n'ont pas fait non plus l'objet d'une garde à vue, ils ne sont pas témoins assistés. Donc je n'ai pas accès à la procédure. Mais je travaille avec la justice parce que je fais mon métier d'avocat, j'ai les moyens et un certain nombre d'instruments juridiques à ma disposition pour pouvoir défendre mes clients, et nous attendons sereinement le cours des choses et l'évolution de la procédure pénale. Nous aussi. Merci beaucoup, Philippe Edmond-Mariette, d'avoir été avec nous ce soir, pareillement. Restez avec nous sur ATV dans un instant. On ira à Font-la-Haye, où le corps d'un trentenaire a été retrouvé tôt ce matin à l'embouchure de la rivière. C'est sa compagne qui l'a retrouvé. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite au Diamant, où le rocher est à l'honneur à travers une série de clichés. Ce sera dans votre JT des communes. Mais avant, parlons d'un décès qui a traumatisé tout un hôpital. À Berck, dans le nord, près de Lille, un Martiniquais de 46 ans a été retrouvé mort dans sa chambre dimanche matin. Paraplégique en rééducation depuis près d'1 an, il devait quitter le centre hospitalier le jour même et devait ensuite revenir en Martinique pour intégrer le centre du Carbet. Pour l'heure, c'est la thèse d'un suicide qui est privilégiée par les autorités. L'homme se serait planté un couteau près du cœur. Sa mère, qui vit en Martinique, est sous le choc. Elle avait régulièrement son fils au téléphone et rien ne laissait penser qu'il mettrait fin à ses jours. Un peu d'attention, un peu de cœur et de patience aussi. Voilà de quoi sauver Michel Soufflet à 96 ans. Cette franciscaine vit dans des conditions plus qu'insalubres. Ce week-end, vous l'avez suivi sur notre antenne, les bénévoles lui sont venus en aide. Aujourd'hui, les autorités réagissent et elle a été prise en charge par l'hôpital de Trinité, comme l'ont constaté Hélène Renaud et Hugo Brett. Il y a 3 jours, nous découvrions les conditions de vie insoutenables de Michel Soufflet. Cette vieille dame de 96 ans, installée depuis une dizaine d'années dans une maison délabrée au François, sans eau courante ni électricité, complètement isolée, la peau sur les os, couverte de plaques liées au manque d'hygiène. Après la diffusion de notre reportage, la mairie est intervenue. Depuis hier, Michel est hospitalisé à Trinité. Aujourd'hui, son neveu vient lui rendre visite. En attendant une potentielle aide des services sociaux, cela fait des années qu'Émile s'occupe de sa tante, car Michel a perdu son mari et son unique fils. Cette hospitalisation est pour lui un soulagement. Pour le moment, ils sont bien. Les médecins travaillent sur elle. Et je vois son visage est bien éclairé. Ça a commencé à venir. Pour le moment, il est assuré ici. Là, les poids j'étais sur mon dos, il est descendu en ce moment. L'extrême précarité de Michel Soufflet a touché beaucoup de Martiniquais. Les messages de soutien ont afflué à notre rédaction. Une émotion qui a traversé l'île et en premier lieu le François, où habite la vieille dame. De nos jours, c'est invivable. Je pense que il y a beaucoup de choses en Martinique qu'on n'est pas au courant. Si je pouvais l'accueillir actuellement chez moi, je le ferais, mais je suis hors du département actuellement. Je me suis directement posé la question si cette dame n'avait pas de famille. Depuis combien d'années qu'elle se trouve dans cette situation. Donc c'est quand même décevant de penser qu'il y ait quand même des gens qui vivent quand même dans ces conditions. Jean-Pierre est un neveu de Michel. Il l'a vu pour la dernière fois il y a 2 ans. C'est une de ses cousines qui lui a envoyé la vidéo. Il reste abasourdi. Ce qui m'a surtout choqué, c'est que quand j'ai vu son dos dans cet état, et quand je sais qu'elle possède un terrain sur Saint-Esprit. Même s'il sait que sa tante refuse de quitter son logement, il va donc tout faire pour la sortir de là. Je compte réunir la famille pour pouvoir et d'essayer de la convaincre pour pouvoir rentrer dans son droit, vivre sur ce terrain au Saint-Esprit, où elle sera beaucoup plus proche de nous. Et puis, voilà, on pourra l'entourer, parce que nous l'aimons tout simplement. Après l'hospitalisation de Michel, il est prévu que la mairie, le centre d'action sociale, le conseil général et la famille se concertent pour décider d'un éventuel placement d'urgence pour Michel en établissement spécialisé. Le chiffre du jour, en bref, 86 kilos de cocaïne. C'est ce qu'a récupéré le Ventose sur un voilier au large de la Martinique. La marchandise d'une valeur de 2,7 millions d'euros est destinée au marché européen a été interceptée dans la nuit du 7 au 8 juin. Après 1 an d'enquête, cette opération a permis de démanteler un réseau de trafiquants entre la France et l'Italie. 18 personnes ont été arrêtées, parmi elles
15 ont été écroués. Depuis le début de l'année, les services de l'État en mer ont intercepté et détruit plus de 5,9 tonnes de drogue. Visite officielle, puisqu'on parlait de l'État, pour Myriam El Khomri. Après la Guadeloupe, la secrétaire d'État à la politique de la ville est arrivée en Martinique hier. Cet après-midi, elle a visité le quartier Volga-Plage à Fort-de-France. Une promenade trop rapide pour certains, mais que d'autres ont trouvé plutôt dynamique, d'autant qu'elle a été l'occasion d'officialiser la création du Conseil citoyen de Volga-Plage. Voyez plutôt le reportage de Céline Chalonneau. C'est la première fois aux Antilles, hier en Guadeloupe et aujourd'hui. Bonjour. Difficile de s'immerger dans la réalité d'un quartier et d'en saisir tous les enjeux lorsqu'on ne dispose que d'une heure, entouré d'officiels, de photographes et de micros. Bien évidemment, je n'ai pas le temps d'appréhender toutes les problématiques de ces quartiers, mais il me semble important de passer du temps sur des thématiques avec les citoyens, de passer du temps avec les entreprises aussi, parce que l'enjeu qui se pose à nous, c'est comment on arrive à créer vraiment une stratégie de développement économique, de cohésion sociale et également de renouvellement urbain de ces quartiers. Dans ce quartier populaire de Volga-Plage, la représentante du gouvernement est d'abord venue au contact et vanter l'accompagnement mis en place par l'État dans les zones urbaines dites sensibles. 450 millions d'euros pour l'outre-mer sur un programme de 5 milliards. C'est autant que le premier programme qui est un programme de 12 milliards. Donc pour nous, l'outre-mer est vraiment une priorité en termes de rénovation urbaine et il suffit d'aller dans le quartier pour voir les besoins en termes d'insalubrité, en termes de lutte aussi parfois contre l'insécurité et pour permettre aux personnes de vivre dans la dignité. Donc moi je me présente, je suis Myriam El Khomri, je suis secrétaire d'État à la politique de la ville et j'étais en Guadeloupe hier. Ce catalogue de mesures va-t-il réellement changer le quotidien du quartier? Les habitants sont partagés. Moi, je me dis, ministre ou pas ministre, le quartier, c'est toujours pareil. Du changement, surtout pour les jeunes du quartier qui ont besoin de progresser. C'est bien pour le quartier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Volga. Moi, j'aime bien la Volga, je pense qu'elle va tenir son promesse. On a envie que Volga avance. Je suis à Volga depuis 1974, alors là, ça évolue beaucoup. Hein. Elle a un projet, elle a envie de faire quelque chose. Bon, elle a des moyens aussi, elle peut débloquer des sous, fonds européens et tout. Bon, on regarde là-dedans. Et puis comme ça va mener aussi une nouvelle relation entre les Martiniquais et puis l'Hexagone. Oui, c'est une visite éclair qui n'apprend pas grand-chose. Ils ne peuvent pas faire quelque chose concrètement pour les commerçants. La visite de Myriam El Khomri a été aussi l'occasion d'installer officiellement le Conseil citoyen de Volga qui devra élire ses représentants. Maintenant, on attend qu'ils concrétisent tout ce qu'ils disent. Parce que nous sommes habitués à avoir des visites, mais rien de concret ne se fait. Donc aujourd'hui, j'espère que cette visite ne sera pas une visite comme toutes les autres. Demain, la secrétaire d'État fera la même visite marathon, cette fois au quartier Trenel-Citron. Nous sommes mardi, ce soir l'heure est à la politique. Kathleen Bilascopette, Eddy Marajo et Mike Iras qui reçoivent Francis Carole. Voilà ce qui vous attend. Est-ce qu'il y aura des membres du Palima dans les autres sections de la Martinique au moment des élections pour la CTM? Oui, bien entendu. Oui. Combien? On n'a pas encore fait les listes. On s'est davantage attaché, dans un premier temps, à essayer de rassembler le plus largement possible, à élaborer notre projet. Et puis, on est dans la phase de constitution de la liste. Vous êtes quand même considéré dans cette alliance comme le petit pousset, même si vous, à titre personnel, vous êtes plutôt... vous vivez plutôt une success story assez incroyable. Je vais rappeler les chiffres. Vous êtes passé de 1686 voix aux élections municipales en 2001 à 9350 voix aux élections municipales de 2014. C'est exceptionnel. Mais est-ce que ce score ne devrait pas vous donner plus de place au sein de l'Alliance? L'idée fondamentale que j'essaie de défendre et que j'essaie d'expliquer à mes camarades, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit pas être dans des stratégies personnelles. Quand vous dites vos camarades, c'est y compris Alfred Marie-Jeanne? Ou alors vos camarades du Palima? Non, mes camarades de l'ensemble des organisations. Même si j'ai pour Marie-Jeanne, vu notre différence de génération, j'ai pour nous un respect particulier. Mais j'essaie d'expliquer que nous devons être complètement concentrés sur l'alternative que nous allons offrir au peuple martiniquais. Et le peuple martiniquais verra la suite à 20h, juste après la tranche info. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes.
Le JT des communes qui commence à Font-la-Haye où le corps d'un homme de 30 ans a été découvert vers 6 h ce matin par sa compagne. Le jeune homme sujet aux crises d'épilepsie était parti se promener seul hier soir. Selon les premières conclusions, il aurait chuté du pont qui enjambe la rivière. La faute sans doute à un passage épileptique. Il se serait ensuite noyé. Son corps a été retrouvé à l'embouchure de la rivière. Écoutez les réactions de sa mère et d'une riveraine face à la caméra de Guillaume Bacoul. Il était un petit peu rebelle pour se soigner. Alors, vous voyez, vous connaissez les jeunes hommes. Alors, c'est pas évident d'aller à l'hôpital, à chaque fois d'aller à l'hôpital et puis de rester à l'hôpital. Vous voyez, ils ont leur vie. Il a essayé de vivre avec la maladie. Il a dit, maman, si je meurs un jour, je meurs. Ça fait tant pis. C'est là qu'il passait tout le temps sur le pont. C'est sa femme qui l'a trouvé dans l'eau. On ne voyait pas entrer hier au soir. Alors, ne voyait pas entrer hier au soir, alors elle a tiré le gars dans l'eau. Puisque même si c'est mon copain, mon collègue là, c'est lui qui m'a réveillé, puisque je dormais toujours. J'étais en sommeil, j'étais inquiète, je dis oui, j'arrive. Parce qu'on me dit un mort près de chez moi. Je dis c'est pas vrai. Et puis on regarde, je vois c'est David, je vois c'est lui pour Bouc. Alors, ça nous a tous peinés. Attention aux coupures d'eau. Demain, de 8 h à 16 h, les quartiers Belvédère et Bois-Thibault seront privés d'alimentation. De même sur la route de Balata entre Barème et l'église. Prenez donc vos dispositions dès ce soir. Un œil, comme chaque jour, sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Galeria demain de 9 h à 13 h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9 h à 16 h. On termine avec un regard sur le Rocher du Diamant. Il y a quelques jours était organisée la fête du Rocher, l'occasion de revenir sur l'histoire de cet édifice volcanique, un caillou au passé militaire riche et que vous pouvez redécouvrir à travers une exposition photo au musée Bernard David. Hubert Bornil et Michelet François sont allés y jeter un œil pour vous regarder. Le Rocher du Diamant, l'emblème de la commune, un lieu particulièrement propice pour la reproduction des oiseaux. Un lieu qui a aussi connu une occupation anglaise. On se rappelle de cet affrontement entre Français et Anglais entre 1804 et 1805. Et aujourd'hui, une femme retrace l'histoire du Rocher en photographie. Regarde. Dans mon île, ah comme on est bien. Dans mon île. Éclat de diamant, c'est le nom donné à cette expo photo dévoilant les différentes facettes du rocher. Ce travail est l'œuvre de Peggy Casal, une jeune femme attirée par la photographie. On dirait que le rocher l'a ébloui par sa beauté certes, mais aussi par son histoire encore mal connue des Martiniquais, y compris des Diamantinois. C'est quand même une vitrine de la Martinique et il est connu bien au-delà de l'île et c'est un point d'intérêt très intéressant. Donc je pense qu'il faudrait le mettre en valeur et ça fait partie de notre patrimoine culturel et historique. Ici, chaque photographie porte le nom d'un diamant célèbre. Hope ou Régente. J'apprécie particulièrement la Ola, O-L-A, le flux et le reflux des vagues ovationnant le rocher. Il y a très peu de personnes qui ont vu les oiseaux autour du rocher ou qui ont vu la façade cachée, entre guillemets, la façade sud qui est à Bouit. Donc ça permet de mieux faire connaître et de donner aux gens l'envie d'aller près du rocher et mieux le découvrir. Il vaut mieux prendre le temps de contempler chaque photo car à chacune d'elles est rattachée une histoire. Les bagarres qu'il y a eu entre les Français et les Anglais pour ce petit bout de rocher qui présentait un intérêt stratégique pour les navigateurs. Fraternité Cap 110, lieu de souvenir du bateau négrier échoué, ou encore tradition déferlante armada de yoles poussée par les alizés, voilà qui nous plonge déjà dans le prochain tour des yoles. Le Rocher du Diamant n'a pas fini de dévoiler son histoire. De bien belles photos, si vous voulez les voir de plus près, rendez-vous au musée du Père David, au Diamant. Merci Hubert, c'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.